Zizou, ancien responsable de la Fédération de France du FLN dans l'Est de la France. J'ai aujourd'hui 84 ans. J'ai pris part, comme beaucoup d'Algériens, à la lutte pour la libération de l'Algérie. On est le 17 octobre 61, c'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la France, où des milliers de Français musulmans d'Algérie défilent à Paris pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette journée? On me rappelle beaucoup de choses, mais je commencerai par d'abord dire que en octobre 1961, nous étions déjà après 7 ans de guerre en Algérie. Le peuple algérien lutte déjà donc depuis plusieurs années pour sa liberté et son indépendance. À cette époque, en octobre donc 61, il faut rappeler une chose, c'est que le gouvernement français a engagé des négociations avec le FLN. Et à l'époque, le Premier ministre français Michel Debré, qui était un partisan zélé de l'Algérie française, tout le monde le connaissait à l'époque, était en quelque sorte l'initiateur de ce qui s'est passé le 17 octobre. Parce qu'il a agi avec les partisans donc, de l'Algérie française pour faire échouer les négociations. C'est pour ça que donc, le 6 octobre, la préfecture de police, dirigée à l'époque par le sinistre Maurice Papon, avait décrété un couvre-feu discriminatoire à l'encontre des seuls musulmans d'Algérie. Autrement dit, contre les seuls Algériens ici dans Paris et la région parisienne. Le couvre-feu visait uniquement les Algériens et il débutait de 20h30 le soir jusqu'à 5h30 du matin. Les Algériens ne pouvaient pas circuler. Les débits de boissons, les établissements de débits de boissons tenus par les Algériens ou fréquentés par les Algériens étaient fermés. Et donc, c'était contre ce couvre-feu raciste que la Fédération de France du FLN a appelé à une manifestation qui s'est déroulée donc le 17 octobre. À une manifestation pacifique. Elle s'est déroulée où exactement? Dans quel coin? Elle s'est déroulée à Paris, dans les principales artères de Paris, sur les grands boulevards, à partir du boulevard Bonne Nouvelle, l'Opéra, les Champs-Élysées, les principales avenues de Paris. Et elle s'est heurtée à une violente répression où les forces de police ont ouvert le feu sur les Algériens qui étaient venus pour manifester pacifiquement pour dénoncer le couvre-feu et réclamer la liberté et l'indépendance de leur pays. Deux questions. Quel effet avait le couvre-feu sur le FLN? Est-ce qu'il y avait un impact sur les réunions qui se déroulaient le soir, par exemple? Évidemment, le couvre-feu visait à casser le FLN, parce que l'essentiel des réunions se tenait le soir. Les Algériens, c'était des travailleurs qui sont venus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale reconstruire la France. Et ils habitaient ici dans des garnis, la plupart du temps dans la ceinture en Seine-Saint-Denis et dans les départements. À l'époque d'ailleurs, le département, c'était le département de la Seine.
donc les actuels départements de 91, 92, 93, 94 et 95, c'était tous des arrondissements du département de la Seine, dont Maurice Papon était le préfet de police. Ils habitaient aussi dans... tout le monde connaît, il y a un film qui a été tourné là-dessus sur le bidonville de Nanterre, des conditions désastreuses. Donc c'était des travailleurs qui travaillaient la journée, qui militaient, et le soir il y avait des réunions. Le couvre-feu visait à la fois à casser le FLN pour l'empêcher de tenir ses réunions, mais aussi, comme je l'avais dit au début, Michel Debré cherchait justement à provoquer le FLN pour que les négociations soient rompues. Mais le FLN n'a pas rompu les négociations, il a appelé à une manifestation pacifique tout en continuant de négocier. Et deuxième question, et ensuite je laisse la parole à Maïsam. Ce couvre-feu, à la fois une mesure discriminatoire et à la fois une mesure contre le FLN, est-ce que c'était aussi une forme de représailles vis-à-vis du FLN qui avait commis des attentats en août? Écoutez, des attentats, je tiens d'abord à dire que les actions qu'a menées le FLN ici en France, parce que nous étions la seule communauté immigrée qui a mené la guerre ici même sur le territoire français. Mais les actions qui ont été menées par le FLN, il n'y a jamais eu d'action contre la population civile. Le FLN avait toujours donné des instructions pour qu'en cas quand il y a une action, en cas ça risquait de toucher la population civile, il fallait absolument renoncer à cette action. Donc, les actions qui ont été menées n'ont pas été menées contre la population civile, mais toujours contre des cibles militaires, économiques ou politiques. Donc, effectivement, en juillet, août et septembre, plusieurs dizaines d'Algériens ont été assassinés et découverts dans les forêts de l'Île-de-France. Donc, c'était pendant cette période des négociations où des assassinats d'Algériens ont été commis par la police française. Évidemment, on découvre des cadavres et on mettait ça sur le compte de la rivalité entre Nord-Africains. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait à l'époque, appelait pas les Algériens, soit les musulmans d'Algérie, les FMA, soit les Nord-Africains. Donc on mettait ça sur la rivalité supposée entre le MNA et le FLN. Or, en 1961, tout le monde sait que le MNA pratiquement n'existait plus. En tout cas, en région parisienne, il n'existait plus. Il y avait des poches du mouvement de Messali qui étaient encore présents dans le nord et dans l'est de la France, mais dans la région parisienne, il n'y avait plus de MNA. Donc, les assassinats, ce sont des assassinats commis par la police française sur ordre de Maurice Papon. D'ailleurs, lors de la manifestation, ils ont, non seulement il y a eu des dizaines de morts, des centaines de morts, de blessés, de disparus, mais des policiers républicains qui ont publié un tract anonyme ont dénoncé l'assassinat dans la cour de la préfecture de police de 50 Algériens qui ont été ensuite jetés dans la Seine. D'ailleurs, la Seine charriait des corps d'Algériens plusieurs semaines après le 17 octobre. Est-ce que vous réalisez l'impact de cette journée? Oui, cette journée, elle a eu un impact. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez compris que la police avait anticipé cette répression? Il y a eu sur les photos, on voit des centaines de chars prêts à l'arrestation des Algériens. Oui, Maurice Papon a réuni les policiers. Il leur avait déclaré que pour un mort, il fallait 10 morts algériens. C'est-à-dire pour une victime de la police, il fallait donc 10 assassinats d'Algériens. Est-ce que c'était une prise de risque inévitable? Oui,
c'est une prise de ce risque inévitable de toute manière. Les Algériens n'avaient pas d'autre choix que de dénoncer ce couvre-feu et de manifester. Donc ils ont été contraints. Et puis la manifestation était pacifique. Pas un seul policier n'a été blessé, malgré les mensonges du préfet de police qui a essayé de dire ils ont fait courir le bruit à l'époque, comme quoi il y avait un policier de mort et des blessés, alors que c'était tout à fait faux. On a massacré des Algériens dans les rues de Paris. La population parisienne à l'époque, anesthésiée par la propagande coloniale, n'ont pas bougé pour dénoncer cette répression aveugle qui s'est produite devant les Parisiens et devant la presse internationale, devant tous les pays qui sont représentés ici en France, qui représentent leur pays. C'est la capitale de la France, la capitale du pays des droits de l'homme. Et on assassinait les Algériens dans les rues. On les pourchassait. On a... Monsieur Etoiseau, vous étiez où le 17 octobre 61? Le 17 octobre, moi, je me trouvais en prison. J'étais incarcéré à la prison de Strasbourg. Pourquoi? J'ai été arrêté fin 1960 pour mes activités dans le cadre du FLN. Et quel était votre rôle en tant que membre de la FLN à l'époque? Je dirigeais toute la zone de l'Est de la France, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges, auparavant de la Lorraine, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Donc, j'ai été recherché pendant plusieurs années et fin 60, j'ai été arrêté à Strasbourg, très exactement, dans un établissement à la place Gutenberg. Puis on m'a incarcéré à la prison de Strasbourg. Et vous étiez parmi ces membres-là qui ont organisé ces manifs à l'époque? Non, moi je me trouvais en prison. C'était la fédération qui a fait le comité fédéral. Et vous étiez au courant que nous avons appris en prison, d'abord une fois que les manifestations ont commencé, nous avions la presse et les radios, nous étions des détenus politiques, donc nous avions droit à avoir on avait des radios et la presse, donc nous avons suivi du moins ce qui a été diffusé par la presse et la radio. Et puis ensuite, nos avocats nous ont informés de ce qui s'est passé. D'ailleurs, après le 17 octobre, le 1er novembre, nous avons déclenché une grève de la faim dans toutes les prisons de France pour protester contre la répression dont ont été victimes nos compatriotes et en même temps pour exiger la fin de la guerre, les négociations avec le FLN et l'indépendance de l'Algérie. La grève a duré 22 jours. 22 jours. Ensuite, nous avons arrêté la grève à la demande de la Croix-Rouge internationale et sur instruction du FLN. Et au lendemain du 17 octobre, vient la question du bilan. Donc les autorités vont donner 3 morts. Le FLN donne quel bilan? Le FLN à l'époque, le bilan n'a pas été établi immédiatement, mais nous savions, puisque les Algériens qui ont manifesté habitaient ensemble. La plupart à l'époque, les Algériens qui étaient avec leur famille n'étaient pas nombreux ici. La plupart habitaient ensemble dans des garnis, comme le bidonville de Nanterre. Donc, ils ont commencé à compter le nombre d'Algériens qui ne sont pas revenus de la manifestation. Et puis, ils sont arrivés à plus de 300 morts ou disparus. Évidemment, Maurice Papon a donné 3 morts et là, il a juste oublié d'ajouter 2 zéros, 2 chiffres pour donner le chiffre des morts. Aujourd'hui, tout le monde sait que Jean-Luc Inaudi, il a écrit un livre important sur le 17 octobre et il avance des chiffres de plusieurs centaines de morts. Quel sentiment gardez-vous de cette journée de
massacre? Bah, écoutez, à l'époque, je disais tout à fait au départ, nous étions déjà après 7 ans de guerre. En Algérie, une guerre terrible, la torture, des bombardements, des villages en napalm, des enfants et des femmes qui étaient complètement... Aujourd'hui encore, je suis sous l'émotion de ce qui s'est produit, la manière dont le peuple algérien a subi la répression aveugle du gouvernement de la France coloniale de l'époque. Nous n'avons rien contre le peuple français, mais c'est les gouvernements successifs de la France coloniale qui a mené cette guerre, qui a coûté aux Algériens plusieurs centaines de milliers de morts, de martyrs, de veuves. À cette époque-là, en octobre, il y avait des dizaines de milliers d'Algériens dans les prisons, des millions d'Algériens qui étaient regroupés, des villages entiers ont été détruits, brûlés. Et on a fait des regroupements, des camps comme ça, des prisons à ciel ouvert en Algérie. Donc aujourd'hui, quand on pose la question sur ce qu'on avait ressenti à l'époque, nous savions que ce qui s'est produit à Paris n'est que le reflet de la répression aveugle que menait l'armée française, l'armée coloniale en Algérie. N'oublions pas que la bataille d'Alger en 1957, plusieurs centaines d'Algériens ont disparu. Le président Macron a reconnu dernièrement que Maurice Audin, à cette époque-là, a été arrêté et tué par les Français, alors que par auparavant on disait oh, on l'a relâché et puis il a disparu. Mais il n'y a pas que Maurice Audin. Il y a plus de 300 Algériens qui ont disparu pendant la bataille d'Alger. Des milliers qui ont été arrêtés, torturés. Donc voilà, s'il faut maintenant parler de... Aujourd'hui, 60 ans après ces massacres, la France ne reconnaît toujours pas ces massacres. Est-ce qu'elle a toujours ce problème-là avec son histoire, avec l'Algérie? Oui, la France a toujours un problème avec son histoire coloniale, son histoire sur l'esclavagisme. Elle a toujours ça. Aujourd'hui, actuellement, il y a une crise encore entre la France et l'Algérie après les dernières déclarations du président Emmanuel Macron sur le passé colonial de la France en Algérie. Pourtant, lors de la campagne électorale de 2017, il avait fait une déclaration à l'époque où il disait qu'il dénonçait le colonialisme comme étant un crime contre l'humanité. Bon, après, il a fait quelques pas, mais aujourd'hui, nous sommes pour le 17 octobre maintenant 2021, nous allons commémorer le 60e anniversaire. Et qu'attendez-vous de l'État français? Nous attendons la reconnaissance par l'État français du crime d'État commis contre les Algériens à Paris. Nous attendons du président Macron la reconnaissance du crime d'État contre les Algériens qui ont manifesté pacifiquement à Paris, mais nous attendons également du président Macron, à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, de reconnaître les crimes perpétrés contre le peuple algérien durant 132 ans de colonisation. Bugeaud a brûlé vif des Algériens pendant la conquête. Il faudrait aujourd'hui avoir le courage de regarder son histoire en face et de le reconnaître. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui au président Emmanuel Macron. Au moment où nous entendons toujours les nostalgiques de l'Algérie française faire des manœuvres, des déclarations, niant la vérité des crimes qui ont été commis en Algérie. Donc, ce que nous demandons au président Macron et aux hommes politiques français, d'avoir le courage de dénoncer la campagne de haine qui est déclenchée actuellement contre l'immigration
et notamment l'immigration algérienne. Voilà ce que nous demandons. Nous, Algériens, nous sommes les derniers survivants de la guerre. Nous sommes encore là. Mais la jeunesse algérienne a repris le flambeau pour défendre cette histoire, l'histoire de leur père, de leur grand-père, qui ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie, pour la liberté. Cette reconnaissance peut soigner ces blessures, selon vous? Oui, bien sûr. Ça permettra surtout de tourner la page sans l'arracher. Tourner la page de cette douloureuse histoire. Pour nous, c'est une histoire douloureuse. Et d'ouvrir une nouvelle page de coopération, d'égal à égal, dans l'intérêt des deux pays. Nous sommes voisins. Il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare. Le peuple algérien n'a aucune haine contre le peuple français, au contraire. Donc, aujourd'hui, il faut que les dirigeants français aient le courage de reconnaître et d'assumer l'histoire coloniale qui était la leur. Et d'ouvrir une nouvelle page de coopération entre nos deux peuples sur tous les plans politiques, économiques, sociaux et culturels. Nous sommes, nous, ouverts à cette coopération d'égal à égal et dans le respect des souverainetés mutuelles, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ça a été toujours la politique de l'Algérie depuis son indépendance. Je vais juste revenir sur, après le 17 octobre, la répression a été longtemps occultée, on n'en a pas parlé, donc la presse a été censurée. Après l'indépendance, quel a été le ressentiment du FLN? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, on n'en parle plus, on laisse ça de côté? Quel a été le sentiment? Pourquoi cette répression a été longtemps dans le déni? Elle a été longtemps dans le déni en France, pas en Algérie. En Algérie, on a institué la journée du 17 octobre comme journée nationale de l'immigration. Depuis les années 60, au lendemain de l'indépendance. En France, par contre, oui, et il y avait un déni total jusqu'au début des années 80, qu'on a commencé avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Vous savez, le président Mitterrand, lorsque il y a eu le déclenchement de la guerre d'indépendance en Algérie, de la guerre de libération, il était ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu en Algérie, il avait dit à l'époque, l'Algérie c'est la France, et il n'y a pas d'autre réponse que celle de la guerre. Ensuite, il est devenu ministre de la Justice. En sa qualité de ministre de la Justice, quelques 50 Algériens ont été guillotinés. C'est-à-dire, on a refusé leur grâce. Ils ont été condamnés à mort, guillotinés. Les avocats, toujours, c'est une tradition d'ailleurs, demander la grâce des condamnés. Mais pour qu'ils soient graciés, il fallait que le garde des Sceaux donne son accord pour que le président de la République accorde sa grâce. Donc le président Mitterrand, dans le passé, il était à la fois ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, il a combattu l'Algérie qui se battait pour sa liberté, son indépendance. Arrivé au pouvoir dans les années 80, évidemment, il avait une autre vision. Et la presse, à l'époque, et surtout les intellectuels, les journalistes, les écrivains, des historiens, ont remis au grand jour les massacres du 17 octobre. C'est ainsi qu'on a commencé à parler, donc à partir de là, de ce qui s'est passé, des massacres qui ont été commis le 17 octobre à Paris.
Et vous avez dit que le 17 octobre était inscrit comme une journée de l'immigration en Algérie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le 17 octobre, c'est une date qui est inscrite dans l'histoire algérienne ou c'est une date qui est inscrite dans l'histoire de France? Non, je parle de l'Algérie. Elle est inscrite dans l'histoire de l'Algérie comme étant... Est-ce qu'elle est aussi inscrite? Est-ce que ça fait pas en soi partie? Est-ce que ce massacre ne fait pas en soi partie de l'histoire de France? Est-ce que c'est ça la reconnaissance de cette date? Oui, ça doit faire partie de l'histoire de France. D'ailleurs, le massacre du 17 octobre, je crois qu'il faut remonter à la Commune de Paris pour trouver des événements aussi graves, aussi tragiques, avec plus de 300 morts. Il faut remonter à la Commune de Paris pour trouver ça à Paris, autant de morts causées par la répression policière. Donc c'est dire, oui, ça fait partie de l'histoire de France. Aujourd'hui, le président Mitterrand, il a... Je dis Mitterrand, je m'excuse. Le président Macron. Il a réuni des jeunes qui sont d'origine algérienne et dont certains, ils ont leur grand-père, ont participé ils ont milité pour l'indépendance de l'Algérie. Il leur tient un langage qui leur a tenu, mais on oublie que ces jeunes avaient, parmi eux, ceux qui, leurs grands-pères ont participé à cette manifestation. Peut-être certains ont été blessés. C'est sûr que parmi eux, il y a ceux qui ont été arrêtés. On a arrêté 11 000 Algériens le 17 octobre. La RATP a été réquisitionnée pour transporter les Algériens au stade, à la porte de Versailles, au stade de le palais des expositions de la porte de Versailles, au stade de Coubertin, à Vincennes, au camp de Vincennes. On a parqué 11 000 Algériens pendant plusieurs semaines. On les a laissés sans soins, sans nourriture, pendant toute cette période-là. Puis ensuite, ils ont fait un tri. Certains, ils les ont rapatriés en Algérie, par avion. Donc, ces jeunes-là, il ne faut pas oublier que parmi ces jeunes aujourd'hui, il y a ceux qui ont leurs grands-parents, leurs grands-pères, leurs grands-mères, parce qu'il y avait aussi des femmes à l'époque. Il y avait des enfants qui ont participé à la manifestation. Pas en grand nombre, mais il y en avait des femmes et des enfants. Ben aujourd'hui, quand on s'adresse à eux, il faudrait qu'on n'oublie pas qu'ils sont les petits-enfants de ceux qui ont milité pour la liberté de l'Algérie. Et ils sont en même temps français. Donc ça fait partie de l'histoire de France. Effectivement. Vous étiez condamné à mort. Vous pouvez nous parler de... Non, je n'étais pas condamné encore à mort parce que j'ai été arrêté fin 60 au bout de 3 semaines. C'était une exception. Pas seulement pour moi, mais dans mon cas, c'était le cas. Au bout de 3 semaines, on m'a traduit en justice avec 15 des frères qui ont milité avec moi et qui ont été arrêtés avant mon arrestation. Nous avons organisé une manifestation au tribunal de Strasbourg. Les archives existent. Et au cours de cette comparution, quand on a comparu devant le tribunal, j'ai déclaré devant le président du tribunal que je rejetais le tribunal, qu'il n'avait pas autorité pour nous juger. D'abord que nous luttons pour la liberté et l'indépendance de notre pays, et que si on a commis des actes pour lesquels on mérite d'être condamné, c'était au tribunal de la République algérienne de nous condamner. Donc nous avons rejeté ce tribunal. Et nous avons brandi le drapeau algérien que nous avons confectionné en prison devant le tribunal. Et nous avons entonné l'hymne national Qassaman.
ils ont été obligés de renvoyer, de tout suspendre et d'arrêter. Donc, après, nous avons été condamnés sans comparution. Moi, personnellement, dans la première condamnation, j'ai été condamné à 7 ans. Puis après, il y avait des instructions de ce qu'ils appelaient, vous savez, à l'époque, une autorité de terroriste. J'étais poursuivi pour ce qu'ils appelaient les crimes de sang. Les crimes de sang. Donc j'étais poursuivi et je devais comparaître devant le tribunal des forces armées de la 6e région militaire de Metz. Mais comme les accords d'avion sont intervenus, donc je n'ai pas été, je n'ai pas comparu devant le tribunal militaire, alors que le gouverneur militaire, le fameux général Massu, il est bien connu, c'était l'ancien chef de la 10e division parachutiste qui a mené la bataille d'Alger, était devenu le gouverneur de la 6e région militaire de Metz, avait signé ma comparution devant le tribunal. Entre-temps, il y a eu les négociations qui ont avancé et j'ai été transféré en Algérie à la sinistre centrale de Lombez, près de Batna. C'est de là-bas que j'ai été libéré au mois de mai 1962. Après le cessez-le-feu et à la veille du référendum sur l'autodétermination, le 1er juillet 1962. Ah oui, ce matin, on a eu l'occasion d'interviewer un historien spécialiste de la police, Jean-Marc Berlière, qui a eu l'opportunité de rencontrer des policiers qui ont participé à cette manifestation. Et ce qui est étonnant, c'est que quand il leur a posé la question 20-30 ans après, ces policiers n'exprimaient aucun remords. Ça vous semble normal ? Écoutez, quand on voit comment les dirigeants français ont tout fait pour nier les crimes commis en Algérie, il ne faut pas s'étonner que des policiers aujourd'hui n'expriment aucun remords. Parce qu'il faut que la France regarde son histoire en face. Quand ils reconnaîtront les crimes commis en Algérie, je pense que les générations futures en France auront une autre attitude vis-à-vis de l'histoire coloniale et surtout l'histoire entre la France et l'Algérie. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, je trouve ça fait partie de la politique ambiante actuellement qu'il y a toujours eu en France. C'est cette façon de toujours chercher à falsifier l'histoire. Oui, je dis à falsifier l'histoire. N'oublions pas que le 23 février 2005, ils ont voté une loi au Parlement la nuit avec une poignée de députés, ce qu'ils ont appelé les bienfaits du colonialisme. C'est monstrueux. Il a fallu qu'Aimé Césaire, le poète, Aimé Césaire, a dénoncé ça. Bien sûr, les Algériens aussi ont dénoncé ça avec du retard d'ailleurs, par des dirigeants algériens. Ils ont osé voter une loi glorifiant les bienfaits du colonialisme. Il faut le faire. Il n'y a que les Français qui ont fait ça. Les Anglais, à ma connaissance, n'ont pas fait ça. Puisque c'est les deux grands pays qui ont eu les empires coloniaux. Voilà. Donc, finalement, il ne faut pas trop s'étonner. Ceci dit, il y a heureusement des Français qui sauvent l'honneur de la France, des intellectuels, des chercheurs, des historiens. Par exemple, le 17 octobre, il faut rendre hommage. Aujourd'hui, il n'est plus ici, il a disparu. C'est Pierre Vidal-Naquet. Il était de ceux qui ont dénoncé la répression, les massacres. À l'époque, il était attaqué de tous côtés. C'était un élu au Conseil de Paris.
Pierre Vidal-Naquet. Il avait dit que c'était une énigme. Ouais. Donc, vous voyez, ces problèmes-là, les problèmes entre... Pourquoi depuis maintenant 60 ans d'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet prochain, on va fêter le 60e anniversaire. Il y a toujours des rapports tumultueux entre la France et l'Algérie. Mais au milieu, vous ne trouverez pas les problèmes liés à l'économie, aux problèmes politiques, mais c'est toujours les problèmes de l'histoire. Donc il est temps que les Français reconnaissent, assument leur passé colonial et reconnaissent les crimes qu'ils ont commis. Moi j'ai suivi, ils sont en France, il m'arrive de suivre des débats. Il y a des journalistes courageux qui dénoncent ce manque de la part des autorités françaises sur ce passé colonial. Ils restent silencieux. Prenons le Bugeaud. Bugeaud, il a son boulevard là, qui parle de l'avenue Foch à la place Victor Hugo. Mais il faut savoir qui c'est Bugeaud. Bugeaud, c'était un général, après devenu maréchal. C'était celui qui symbolisait la conquête coloniale en Algérie. Non seulement il a massacré des centaines de milliers d'Algériens, mais il a spolié des Algériens. Il a pris les plus grands domaines. Le domaine qui s'appelle aujourd'hui Bouchaoui, aux portes d'Alger, c'était le fameux domaine Borjo. Donc, on peut en parler si on veut. Qu'on en parle de l'histoire, qu'on en parle. Juste peut-être une dernière question que vous n'avez pas évoquée. Vous avez dit que vous étiez en prison lors du 17 octobre. Est-ce que votre traitement en prison était différent des autres prisonniers lambda, on va dire? Écoutez, nous, on a été quoi en tant que prisonniers politiques? On avait d'ailleurs mené plusieurs grèves de la faim pour obtenir le régime politique. Quelle est la différence qu'il y avait avec le régime des droits communs? D'abord, nous étions séparés des droits communs. Nous avons nos bâtiments à part. Et nous avons donc droit à radio, journaux. À l'époque, les droits communs n'avaient pas ni de journaux, ni de radio. Je ne parle pas de télévision parce qu'à l'époque, même les Français moyens n'avaient pas de télé. Donc, nous étions organisés, moi j'étais le président de la commission de détention à l'intérieur de la prison. Et nous organisons des cours d'alphabétisation en arabe, en français. Et donc, le FLN, même à l'intérieur des prisons, c'est simplement la forme de lutte qui change. La lutte continue à l'intérieur des prisons. Nous menons des grèves, nous faisons des réunions, nous communiquons avec l'extérieur à travers nos avocats. Il y avait un réseau de soutien aux détenus. Mais la situation était extrêmement difficile, c'est vrai. Il a fallu mener plusieurs grèves de la faim difficiles. Et pendant la grève de la faim, en étant le responsable, le président de ce comité de détention qui défendait les droits des détenus politiques, j'ai été mis au sous-sol pour m'isoler complètement des restes du détenu. Mais bon, c'est un combat, on l'a mené. Aujourd'hui, après l'indépendance de l'Algérie, ça fait partie de l'histoire, mais on veut surtout regarder l'avenir, malgré mon âge aujourd'hui. Mais je parle pour les jeunes qui ont mené pendant 2 ans des manifestations en Algérie pour la démocratie, pour le développement de l'Algérie. On brandit les portraits des leaders de la guerre de libération. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, les jeunes Algériens ont pris le relais des générations passées. Et comment était la communication entre
de la FLN entre les différentes villes françaises à l'époque? C'est simple, parce que toutes les villes françaises étaient organisées. Comment? Là où il y a des Algériennes, le FLN était structuré. Mais ils communiquaient comment? À travers son organisation. C'est une organisation pyramidale. Elle commence de la base par des cellules, groupes, sections, qasla, secteurs, régions, zones, wilaya et comité fédéral au sommet. Donc, elle est à la fois horizontale et en même temps pyramidale. Elle était très cloisonnée. D'ailleurs, la répression n'arrivait pas à bout de la structure du FLN. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils arrêtaient des responsables, immédiatement, d'autres Algériens prenaient leur place. Ça se faisait automatiquement. Donc, il ne pouvait pas arriver. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir en mai 58 au pouvoir, c'est à la faveur de la guerre d'Algérie qu'il est revenu aux affaires. Autrement, il était à l'écart. En 58, quand il est revenu au pouvoir, lui aussi, il a crié « Vive l'Algérie française ». Il a mis tous les moyens à la disposition de l'armée française pour briser la résistance du peuple algérien. Mais au bout de 2 ans, quand il a compris qu'il n'arriverait jamais à briser la résistance du peuple algérien, il a eu le courage d'engager des négociations avec le FLN. Le FLN, on peut dire qu'il n'a pas gagné la guerre militairement, mais la France non plus ne l'a pas gagné militairement. Le général de Gaulle, lors d'une tournée des popotes dans les régiments en Algérie, il avait déclaré une fois au cours d'une rencontre avec tous les officiers, y compris le chef d'état-major des armées. Le colonel commandant le secteur lui a fait un topo sur la situation du secteur. C'était à Akbou, dans la vallée de la Souma. Le colonel lui disait, mon général, ici le secteur est pacifié. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas la guerre. On parlait de pacification. Pas de guerre. Il a dit que c'était pacifié. Le général de Gaulle lui dit, très bien, colonel. Donc le régiment va être relevé pour aller dans les zones de combat. Ah, le colonel lui répond, non, mon général. Si le régiment quitte le secteur, je ne reprends plus de la sécurité dans le secteur. Alors le général lui dit, mais colonel, vous n'avez rien fait alors. Parce que vous croyez que l'armée française a les moyens de rester éternellement en Algérie. Il lui dit, mais on dépense 4 milliards de centimes jour. Ceci pour dire que ils ont gagné la guerre, mais le peuple algérien est resté debout. Puisqu'ils disent qu'ils ont gagné la guerre, ils étaient obligés de négocier avec le FLN. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens de continuer à mener la guerre. Et ça, tout le monde le sait. Et cette réflexion, De Gaulle, il l'a eue avec Perfit, le ministre de l'Information et de la Culture. Il lui a posé la question, mon général, vous êtes revenu aux affaires pour sauver l'Algérie française. Il lui a dit, Perfit, je veux sauver la France. Ça veut tout dire. Donc, on ne nous a rien donné, on ne nous a rien offert. On a arraché notre liberté, notre indépendance, grâce à la lutte et au combat du peuple algérien. Et aujourd'hui, je le dis, je le répète, nous voulons une coopération. Je parle moi aujourd'hui, j'ai aucune responsabilité, je suis qu'un simple citoyen algérien. Mais je sais que les Algériens n'ont rien contre le peuple français. Que nous voulons une coopération. Nous avons ici en France plusieurs centaines de milliers d'Algériens, pour ne pas dire de millions, puisqu'il y a des Algériens qui sont d'origine algérienne, ils sont français. Et donc, nous sommes ici, en France,
présents en France. Pourquoi nous sommes présents en France? Parce que les Français sont venus en Algérie. S'ils ne seraient pas venus en Algérie, on ne serait pas ici en si grand nombre. Monsieur, juste pour revenir sur la répression, que ce soit le 17 octobre ou même avant, les FPA, la force de police auxiliaire, était l'un des moyens qui a été utilisé contre le FLN. Oui, bien sûr. C'est Papon qui a fait appel à cette force de police auxiliaire. Vous savez qu'est-ce que c'est que la force de police auxiliaire? Qu'est-ce que recouvre ce nom-là? C'est les Harkis. Les Harkis les ont fait venir d'Algérie. Ils étaient stationnés ici à Barbès, dans le 13e. Ils patrouillaient avec des mitraillettes, commettaient des crimes, des tortures dans les sous-sols. Ils ont occupé des hôtels appartenant aux Algériens, ils les ont vidés, ils ont emmené les Harkis. Ils étaient même parfois plus violents que la police elle-même. Disons, ils étaient aussi violents que la police. Parfois, ils sont plus violents. Moi, je peux vous dire une chose. Quand on m'a arrêté, on m'a gardé plus de 5 semaines en interrogatoire. Pendant plus de 5 semaines, je n'ai pas passé 2 nuits dans un même endroit. On m'a fait tourner autour de Strasbourg, à 30 km autour de Strasbourg. J'ai passé des nuits dans des brigades de gendarmerie, dans des commissariats de police, jamais 2 nuits dans le même endroit. Et l'un des services de police les plus exécrables que j'ai connu après mon arrestation, c'est la sinistre brigade nord-africaine. C'était comme son nom l'indique, c'était des Nord-Africains. Je ne lui ai pas demandé s'ils sont algériens, marocains ou tunisiens. Mais je pense que la majorité d'entre eux sont d'origine algérienne. Mais il pouvait y avoir aussi des Tunisiens et des Marocains. Je ne sais pas. Ce que je sais, que c'est cette brigade, j'ai comparé la police judiciaire, la DST, le 5e bureau de l'armée, puisque j'avais fait évader des élèves officiers de l'école des officiers de Strasbourg. J'ai fait évader une fois, dans une seule fois, 21 officiers. Donc, on m'a amené dans une caserne. J'ai subi des menaces. Bon, je ne vais pas parler de moi, de ce qui s'est passé, mais si vous me posez la question s'ils sont plus violents que les Français, je dirais qu'ils sont du même acabit, si ce n'est pas pire. Le 17 octobre, il s'est déroulé à Paris, en région parisienne. Pourquoi la FLN n'a pas mobilisé les autres villes à l'époque? Le couvre-feu était instauré pour Paris et la région parisienne. Donc le couvre-feu raciste, le FLN a fait appel pour le couvre-feu ici, contre le couvre-feu ici à Paris, en région parisienne. D'ailleurs, il y avait des manifestations, par exemple à Mulhouse, à Sochaux, Montbéliard, dans d'autres villes, je ne me rappelle pas toutes les villes, il y avait des manifestations de femmes algériennes. Je dis qu'ils n'étaient pas nombreuses à l'époque, mais ils ont manifesté. Après le 17 octobre, à Paris, ils ont manifesté le 17, le 18 et le 19 pour exiger la libération de leurs maris. Et dans les autres villes, par solidarité, il y avait des femmes et des enfants, parce que les hommes s'y manifestent, ils les arrêtent et les amènent en prison. Les femmes, ils les molestent, ils les amènent au commissariat. Avec les enfants, ils les relâchent après. Ils sont obligés de les relâcher après. Et il y avait des femmes qui ont manifesté effectivement, 17, 18, 19, pour exiger la libération des prisonniers. Et est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez des personnes qui ont été blessées ce jour-là ou qui sont décédées ou qui ont J'ai disparu? connu des personnes qui ne sont plus de ce monde, malheureusement. La yarhamoum. La plupart d'entre eux sont décédés. Oui, non, maintenant, de plus en plus, on est
plus en plus nombreux. Je suis membre du Conseil national de l'Organisation nationale du Moudjahidine. Depuis le congrès, à ce jour, il y a 125 membres du Conseil national. En avançant l'âge, c'est la loi de la nature. Je veux dire, est-ce que vous connaissez des gens qui ont manifesté ce jour-là et qui ont disparu? J'ai connu après, oui, j'ai connu après. Lors de la manifestation, j'étais en prison, mais après, j'ai connu, puisqu'après l'indépendance, je suis revenu ici en France, j'ai assumé des responsabilités directement avec l'immigration, en ma qualité d'ancien responsable. J'ai rencontré pas mal d'Algériens qui ont participé à la manifestation. Il y avait ceux qui ont été blessés et qui, fort heureusement, ils se sont sortis. Mais beaucoup de blessés, on les a laissés sans soins et ils sont morts. Après, on les a jetés dans la Seine. Tu veux peut-être dire un mot de fin? Non, c'est bon. Est-ce que vous souhaitez dire un mot de fin à l'approche justement du 17 octobre? Est-ce que vous commémorez cet événement Oui, comme chaque année, je vais me rendre au Pont Saint-Michel. C'est le seul endroit où il y a eu une plaque qui a été apposée par le maire de Paris. C'est le seul endroit où on peut se regrouper. Et puis en même temps, ce que je demande au nom de tous ceux qui sont encore vivants, qui ont participé à cette manifestation, mais aussi en hommage aux victimes, c'est de demander au président Emmanuel Macron de reconnaître le crime d'État commis contre les Algériens le 17 octobre, qui ont manifesté pacifiquement pour revendiquer leurs droits, d'abord contre le couvre-feu raciste et pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Et je rends hommage à toutes les victimes de la guerre pour l'indépendance de notre pays. Voilà ce que je peux dire pour terminer cet entretien et je vous remercie. Merci beaucoup.